Nous avons le plaisir d'être reçus par le musée du Louvre-Lens pour y découvrir le discophore. Le sculpteur Nocides a l'ambition de présenter la beauté dans toute sa perfection. Il se sert des dernières trouvailles de son époque pour y parvenir et il réussit vraiment à donner vie à sa sculpture. Médiatrice culturelle auprès du musée du Louvre-Lens, Madame Camille Gross nous fait entrer dans le monde du sport de la Grèce antique. Alors, une statue qui représente un discophore, c'est-à-dire un athlète qui tient un disque qu'il s'apprête à lancer. Donc, il s'agit ici d'un jeune athlète qui, contrairement au disco-ball, tient encore le disque à la main, tandis que le disco-ball le lance. On a plusieurs statues très célèbres représentant cet athlète, ce disco-ball, en train de jeter son disque. Alors, à cette époque-là, en Grèce, la pratique du sport revêt une importance capitale. Oui, c'est important, hein, le sport dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine. On pratique le sport comme une initiation au combat sur le terrain entre soldats, mais on pratique aussi le sport pour honorer les dieux lors de compétitions qui sont organisées comme des célébrations. Oui. Et donc c'est dans cette idée que sont d'ailleurs initiés les fameux Jeux olympiques, parmi lesquels on a plusieurs disciplines, dont le fameux lancer de disque. Et ce sport se pratique nu. Oui, la plupart du temps, le sport se pratique nu. Alors, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais l'idée est de montrer le corps dans l'effort et dans sa beauté également, puisque cette culture de l'aspect du corps, dans ce qu'il peut avoir de plus parfait, fait vraiment partie de la compétition sportive et de la pratique sportive de manière générale. Nous sommes ici dans un discours qui est entre autres un discours de beauté, de perfection. Oui, il y a une recherche évidente ici sur la représentation de ce corps. Donc on a un sculpteur qui a vraiment travaillé ici à la mise en avant de la beauté de ce corps. Une beauté parfaite, idéale, en tout cas telle que les critères de l'époque le définissent. Idéalisé donc. Idéalisé, complètement idéalisé. Ici, ce corps, il a un canon de représentation qui est très précis. Hein, un canon, vous voulez dire des règles auxquelles doivent correspondre oui. les proportions donc, ou d'autres critères, oui. Oui, donc ici, l'auteur de la sculpture, Nocides, est un sculpteur grec qui était l'élève de Polyclète. Polyclète, qui a été vraiment un des grands sculpteurs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Polyclète va mettre en avant une codification de la représentation du corps humain, du corps masculin, notamment au travers d'une sculpture qui est restée très célèbre dans l'histoire de l'art, qui est le doryphore. Donc ce doryphore, justement, va mettre en application les principes. C'est ça le modèle, en fait. Le modèle, c'est ça. Pour le canon. Voilà, ouais. C'est le doryphore, qui est donc une sculpture d'un grand nu masculin avec un personnage qui est représenté dans une attitude de décontraction, c'est-à-dire avec un genou qui avance légèrement vers l'avant, ce qui crée un désaxement très léger des hanches par rapport à la ligne des épaules. Et donc cette posture qu'on va nommer le contrapposto va être utilisée par Polyclète, mais aussi par nombre de ses élèves et plus généralement dans la statuaire antique. On la retrouve à l'époque classique, comme c'est le cas ici, mais aussi plus tard à l'époque hellénistique, et ça ressurgit aussi à la Renaissance. Oui, et donc le fait de ce contrapposto, c'est ce qui rend la statue un peu plus vivante. Ce n'est plus une colonne de marbre où on devine des formes, ça ressemble vraiment à un homme. Exactement, c'est comme si on se libérait de la contrainte de la pierre pour mettre en vie, animer cette matière et
lui donner un souffle. Alors là, on voit que le sculpteur a même accentué ce mouvement. Ici, Nokides est allé peut-être plus loin encore que son maître, Polyclète, puisqu'il a vraiment accentué le fléchissement des jambes de l'athlète. Il les fait aussi très nettement avancer sur le côté et il initie aussi un mouvement du regard qui invite le spectateur à tourner autour de la statue. Donc on n'est plus dans une stricte frontalité, mais dans une statue qui se désaxe également et qui invite le spectateur à tourner autour. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concernant ce fameux canon ? Oui, donc le canon tel qu'il est édicté par Polyclète pose par exemple la projection de la taille de la tête 7 fois dans le reste du corps. Et là, si on fait l'exercice face à cette statue, on verra que ça fonctionne extrêmement bien. Il y a aussi une symétrie qui est très bonne entre la gauche et la droite du corps du personnage, ce qui dans la réalité n'arrive jamais. On est tous légèrement dissymétriques et donc ici le sculpteur va vraiment compenser les imperfections d'un corps humain réel en transposant dans le marbre ce qu'il considère lui comme un idéal, comme s'il avait observé très attentivement tous les plus beaux corps qu'il avait pu rencontrer autour de lui et qu'il avait condensé donc toutes ces parties parfaites de différents corps en un seul pour créer vraiment un idéal de beauté. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la représentation du moment ? Ce qui est vraiment représenté, c'est pas quelqu'un qui se balade avec un disque. Ça va plus loin que ça. Oui, ici, l'attitude de l'athlète, c'est vraiment le moment de concentration avant le lancer du disque. Donc on voit qu'il le tient dans sa main gauche, la tête est légèrement penchée en avant, il est en train de réfléchir à ce qui se prépare. On voit que les jambes sont déjà largement fléchies et surtout on observe au niveau des orteils du pied droit une crispation, comme si les orteils commençaient à essayer d'agripper le sol pour initier l'élan préparant au fameux lancer du disque. L'œuvre d'origine, dont ceci est en fait une copie, cette œuvre d'origine était faite de bronze. Oui, en fait, ici il s'agit d'une copie qui a été réalisée plus tard, donc à l'époque romaine, au IIe siècle après Jésus-Christ, d'un original qui lui est perdu malheureusement, qui était en bronze. Alors, ces originaux grecs en bronze, ils ont quasiment tous disparu. On connaît l'essentiel de la production de statuaires grecs grâce aux copies qui ont été réalisées des siècles plus tard par les Romains, qui se sont vraiment passionnés pour cet art et qui l'ont copié de manière extensive. Ils étaient aussi à la recherche de la beauté, de la perfection. Tout à fait. Oui. Enfin, l'avantage du marbre, c'est qu'il nous est parvenu. Et il est plus durable, donc. Oui, donc le marbre est plus durable, c'est vrai. Le bronze, on a eu tendance à le fondre pour battre monnaie ou pour faire des armes. C'est un matériau précieux, donc dont on a pu se servir comme monnaie d'échange. Donc beaucoup de statues en matériaux précieux, en or, en bronze, ont été fondues au cours de leur histoire. Et donc cette statue en marbre, elle nous est parvenue, mais elle ne nous est pas parvenue en un seul morceau. Elle a été très largement restaurée, notamment au XVIIIe siècle. Donc le sculpteur et restaurateur a inventé les parties manquantes de la statue. Donc notamment ici le bras. Vous voyez, tout ce bras ici, c'est vraiment la restauration du XVIIIe siècle. Cette partie également de l'abdomen sur le côté a été restaurée à ce moment-là aussi, de même pour la tête. Donc la statue en marbre nous est parvenue, mais a quand même subi les vicissitudes de l'histoire. Le discophore est parvenu jusqu'à nous uniquement parce qu'à l'époque romaine, ils ont eu le bon goût d'en faire des copies en marbre. Par la suite, et à plusieurs reprises, des restaurations ont été nécessaires. Et il en va de même pour beaucoup d'œuvres anciennes. Alors,
j'ai envie de remercier tous ceux qui ont permis que ces pièces parviennent jusqu'à nous. C'est grâce à leur travail que nous sommes aujourd'hui en mesure d'admirer ces chefs-d'œuvre qui font partie de notre humanité.